les plus chers, les plus nombreux, mais ils n'interviennent pas vraiment, ils observent, ils font des rapports, leur mandat est d'assister l'armée congolaise. Donc ils sont toujours en deuxième position, ils n'interviennent pas en premier plan, notamment dans les cas de massacres. Et lorsque des femmes ou des civils viennent rapporter que tel village a été attaqué, qu'il y a eu des viols, etc., ils préviennent l'armée congolaise, et puis après ils font un rapport qu'ils envoient à New York. Mais ça ne va pas plus loin. Ils ne se battent pas pour protéger les populations civiles. Et à plusieurs reprises, la question a été posée au Conseil de sécurité sur l'inefficacité des casques bleus. Et là, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité n'ont pas modifié le mandat. Ils disent toujours qu'ils l'ont un peu durci, oui, en donnant un peu plus d'hommes, un peu plus d'armes, notamment en fournissant des drones qui surveillent la frontière, ou bien voici 2 ans, quand il y avait une rébellion soutenue par le Rwanda, ils ont permis l'arrivée d'un contingent africain qui était plus offensif que les casques bleus présents, des choses comme ça, mais vraiment donner un mandat offensif, entre guillemets, mettre le paquet pour que ça s'arrête, ça ne s'est pas fait. Les membres du Conseil de sécurité n'ont pas donné le mandat. Et alors là, moi, parfois, je me pose la question, c'est une question que le docteur Mukwege se demande aussi, est-ce qu'il n'y a pas une certaine complicité là-dedans? Est-ce que continuer le désordre comme ça, est-ce que ça ne permet pas à certaines sociétés multinationales d'avoir accès aux minerais moins chers que si vous aviez un gouvernement représentatif qui dirige, qui défend les intérêts de sa population? Et donc ce qu'on appelle le chaos congolais, le désordre, finalement, ça arrange certains milieux congolais corrompus, mais ça arrange aussi des sociétés qui ont accès pour moins cher et dans de meilleures conditions aux richesses du pays. Donc là, je crois qu'il y a des complicités, mais c'est très difficile de le démontrer, mais enfin, ça me paraît évident. Par rapport au pouvoir politique congolais, certains États agissent envers les secteurs miniers quand vraiment il y a des incidences graves sur la population. Je pense notamment aux questions environnementales. On pourrait imaginer que si le gouvernement avait un peu plus de volonté et voulait préserver un tant soit peu la population, notamment du Kivu, prenne des mesures drastiques pour ne serait-ce qu'empêcher pendant un temps sur certaines zones l'exploitation minière. Ça ferait peut-être un peu bouger les choses, quoi, même si c'est un peu utopique comme oui. idée. Mais... Moi, je crois que prendre des mesures pour empêcher l'exploitation minière, c'est une mesure à double tranchant. Les Américains l'ont fait. Les Américains, voici, ça fait quand même 3-4 ans maintenant, avaient passé ce qu'ils appelaient la loi Dodd-Frank. Et c'est une loi qui interdisait aux sociétés américaines d'importer du minerai en provenance du Congo, zone de guerre, et même des pays voisins, en se disant ça va calmer le jeu. Eh bien, sur papier, comme ça paraît formidable. Quelle bonne idée, on va les frapper d'embargo. Quand j'allais sur le terrain, la réalité était différente. C'est que cette région, être creuseur, aller chercher du minerai, c'est aussi un travail. Bien sûr, ce sont des conditions mauvaises, ce sont des conditions de sécurité mauvaises, il y a des enfants qui travaillent, il y a des femmes qui se prostituent, tout ça existe. Mais c'est tout de même un travail. Donc j'ai vu, moi, des jeunes qui payaient leurs études en étant creuseurs, en étant mineurs. Des femmes qui vivaient. Bon, elles faisaient un petit peu de cuisine, elles donnaient à manger aux mineurs, elles vivaient. Et donc c'est une activité économique absolument imparfaite, mais qui donne du travail aux gens. Et quand les Américains ont passé cette loi Dodd-Frank et imposé un embargo, je suis allée dans la région qui était en crise. Et tout le monde dit, ah, c'est la crise, c'est terrible, parce que tous ces jeunes qui avaient été démobilisés, qui étaient devenus qui n'ont pas de qualification, ils étaient devenus des creuseurs, voilà, ils exploitaient, mais au moins ils avaient un travail. Eh bien, tous ces jeunes menaçaient de repartir dans les groupes armés, rien de plus facile que trouver une arme, et de repartir dans les groupes armés. Et donc, pour moi, l'embargo, ça fait plaisir, et ça donne bonne conscience à celui qui le décide, mais sur le terrain,
c'est pas du tout une bonne solution. Je crois que la bonne solution, et c'est ce que l'Union européenne essaye de faire, c'est ce qu'on appelle le tracing, de retracer, c'est-à-dire un processus de traçabilité des minerais. J'ai vu des mines comme ça au Kivu. Il y a des instances qui sont là, des contrôleurs dans les mines, qui voient qu'ils vérifient qu'il n'y a pas d'enfants d'enfants mineurs qui travaillent dans les mines, qu'il n'y a pas de prostitution, que les conditions de sécurité sont correctes, et donc le minerai est certifié. On met une étiquette, et ces sacs peuvent partir, aller vers les ports, et ils sont certifiés conformes. Et donc ça coûte un peu plus cher au départ, mais au moins la région produit quelque chose qui peut suivre son chemin et qui bénéficie au Congo et aux populations. Donc je crois qu'il faut trouver des solutions plus subtiles que l'embargo pur et simple. Oui. Pardon. Merci Madame Breckman pour votre intervention. Moi j'ai une question peut-être qui va un peu dans la continuité de celles qui ont été posées. On a bien vu que les interventions au niveau macro, national ou régional ou international n'ont pas forcément prouvé leur efficacité, pour bonne ou mauvaise raison. Je suis plus intéressée à savoir au niveau local. Donc, vous avez parlé du docteur Mukwege, de son équipe, des personnes qui forment, de l'hôpital, de l'évolution de cette activité-là. J'étais intéressée à savoir quelle sorte de partenariat il menait sur le terrain, avec quel genre d'organisation, peut-être pour essayer d'unir des forces, de travailler plus au niveau local, déployer des programmes peut-être multisectoriaux ou en collaboration avec des ONG internationales ou même nationales, locales, qui existent au Congo et qui travaillent sur tout ce qui est peace building. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, mais le docteur travaille beaucoup avec les organisations de femmes, des organisations à la base qui réfèrent vers l'hôpital des femmes qui ont été victimes d'abus, qui sont blessées, tout ça. Donc là, les femmes l'envoient. Ils travaillent avec des associations de femmes qui font de l'éducation, éducation professionnelle, aussi éducation psychologique et politique, mais on peut un peu regretter qu'au Kivu, ce soit très compartimenté, si vous voulez. Je connais beaucoup d'ONG au Kivu, mais je constate que ces ONG ne se parlent pas beaucoup entre elles, ne coopèrent pas beaucoup entre elles. Elles ont chacune à son créneau, ses guidelines, ce qu'elles doivent faire, mais partager les contacts, partager le savoir, l'expérience et surtout partager les financements, voilà quelque chose qui n'est pas encore habituel. Et donc c'est un peu fragmenté, et le Kivu est devenu une terre d'ONG, d'organisations extrêmement nombreuses, avec chaque fois des partenaires congolais, mais chaque fois que je vais, moi je constate, je vais de l'un à l'autre, et puis je dis à mes amis congolais, mais est-ce que tu connais l'action d'un tel ou l'action d'un autre? Et en fait, ils ne se connaissent pas vraiment entre eux, ou quand ils se connaissent, il y a assez bien de jalousie et de suspicion. Et aujourd'hui, hélas, les plus grands ennemis du docteur Mukwege, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas à Kinshasa, ils sont au Kivu, parce qu'il y a énormément de jalousie, parce qu'il a réussi, comme je l'ai dit, à faire une percée sur le plan international, à emporter l'adhésion de l'opinion, à décrocher des financements importants dont il fait bon usage d'ailleurs, mais tout ça suscite énormément de jalousie, et il n'y a pas beaucoup de collaboration entre les réseaux. Par exemple, vous avez des réseaux, lui, c'est aussi le réseau protestant, soutenu par la Norvège et la Suède, et il n'y a pas beaucoup de collaboration avec le réseau catholique ou avec les réseaux des hôpitaux d'État. Donc c'est triste parce qu'il y a des bonnes volontés qui sont là, qui travaillent en parallèle, mais il n'y a pas tellement de synergie entre eux. Est-ce que le problème du Congo, c'est pas sa richesse extrême, qui se traduit en fait par une pauvreté extrême? Et en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi le problème de toutes ces richesses minières qui sont exploitées dans des cadres qui ne sont pas légaux et qui alimentent... on dit que le Rwanda, c'est le premier exportateur mondial de coltan, alors qu'ils n'en ont pas.
Toute cette richesse, en fait, qui est exploitée en partie de façon illégale ou par des sociétés qui ont des contrats avec l'État, qui fait qu'il n'y a pas de redevances qui reviennent à l'État, fait que l'État est extrêmement pauvre. Le budget du Congo, c'est 5 milliards de dollars, je crois. 4 milliards et demi. 4 milliards, c'est encore moins. Encore moins. Donc l'armée, elle est obligée de vivre sur la baie, enfin, en exploitant les... On est dans une situation extrêmement fermée, en fait, où l'État n'a aucun moyen, il n'existe quasiment pas, en fait. Oui, ça c'est tout à fait vrai que le budget de l'État, il a été diminué presque de moitié, mais aussi parce qu'on voulait démontrer qu'on n'avait pas d'argent pour organiser les élections. Donc on a fait baisser le budget déclaré de l'État qui était de 8 milliards de dollars voici 2 ans et qui est passé à 4 milliards et demi pour démontrer que les élections coûtaient trop cher et qu'on n'avait pas les moyens. Cela dit, il est vrai que dans un pays aussi immense, 80 millions d'habitants, la superficie de l'Europe, un budget de 4 milliards et demi, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment beaucoup trop peu. L'État a trop peu d'argent. Il a trop peu d'argent à cause de la corruption, quand même. C'est pour moi une des principales causes. Et là, rien de neuf, c'était comme ça du temps de Mobutu, c'est encore comme ça aujourd'hui. Beaucoup d'argent part dans la corruption, dans les prébendes. Il y a aussi le fait qu'on parle beaucoup du Rwanda, et c'est vrai, mais que tous les pays voisins du tirent avantage du désordre qui règne au Congo. Je vous donne un exemple qui est l'Angola dont on ne parle jamais. L'Angola, la richesse de l'Angola, c'est le pétrole. C'est le pétrole qui est extrait offshore dans l'océan Atlantique. Les plus importantes ressources pétrolières de l'Angola sont dans une zone maritime qui appartient au Congo. C'est impossible pour le Congo de faire valoir ses droits, pour la RDC de faire valoir ses droits, parce que l'Angola est un puissant voisin, doté d'une armée forte et qui a mis en place le régime actuel. Donc l'Angola exploite tranquillement et avec grand bénéfice le pétrole offshore, mais qui en fait appartient, en tout cas en partie, au Congo.